Merci, Monsieur le Président. La parole est à Alexis Joly. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues. D'abord, je voudrais excuser Mireille Dornano, qui n'est pas là aujourd'hui et qui est partie en mission humanitaire en Irak auprès des chrétiens d'Orient. Voilà. Donc, dans ce document que vous nous avez fourni, donc je parle du rapport qu'on a eu en commission, vous rappelez la triste situation de notre pays et commencez d'abord par peindre le tableau apocalyptique que votre famille politique, qui, n'ayant su gouverner la France, eh bien la dirige vers la banqueroute. Pour commencer, dans votre raisonnement intellectuel, vous ne précisez pas quelles seront les conséquences si le scénario probable du maintien de la réforme de la DGF est poursuivi. Ce qui est, je le rappelle, la possibilité évoquée par le gouvernement. Vous, au contraire, vous partez du principe qu'elle sera reportée, ce qui est extrêmement dangereux. Vous jouez au dé et préférez présenter l'hypothèse qui vous est la plus favorable. A priori, donc, le gouvernement a prévu une baisse de plus de 14 millions d'euros entre 2017 et 2021. Et vous partez donc du principe, je cite, que la stratégie financière sur le mandat repose sur l'hypothèse d'un report s'inédié de la réforme de la DGF. Alors là, c'est incompréhensible. Un gouvernement de votre bord qui part sur cette politique, et vous partez du principe que cela ne sera pas appliqué. Alors j'aimerais savoir si vous avez toujours confiance dans le gouvernement que vous avez fait élire. Concernant la masse salariale, voilà au moins un semblant d'honnêteté. Vous partez donc du principe qu'il y aura une hausse de 2,5% de la masse salariale, ce qui est beaucoup plus que le coût de la vie. Donc vous envisagez alors un recours à l'embauche qui pèsera davantage sur les finances publiques. À propos des dépenses de fonctionnement et les transferts identifiés par la CLEC. Donc j'ai déjà soulevé ce problème en conseil municipal à Échirolles et mon collègue Alain Breuil à Grenoble a écrit à M. Piolle et puis à vous, Monsieur le Président, de la manière la plus courtoise et la plus officielle possible pour justifier le décaissement d'1 mètre carré pour la somme d'1 euro, ce qui dépasse l'entendement. Donc je souhaite vous réinterpeller là-dessus, sur le fait que nous n'avons pas de réponse, et il ne s'agit pourtant pas là d'une question politique ni même polémique. Cependant, il a quand même un loup. Donc, si nous n'avons rien compris, dites-le nous, mais expliquez-nous. Et comme on dit sur un chantier, si ça ne veut pas venir, il faut que ça dise pourquoi. Sur les dépenses d'équipement, page 16, en 2015, elles s'élevaient à 103 099, que l'on retrouve au centime près en additionnant les colonnes impact métro et hors impact métro. En retranchant la CLECT 2016, soit 16 millions et demi, qui sont donc en réalité des charges en plus pour la métro et donc en moins pour de nouvelles dépenses, on arrive à 87 millions et demi. Au BP 2016, vous prévoyez seulement 81 millions et demi. Donc ces 6 millions en moins sont-ils la conséquence directe de la baisse des dotations de l'État? En page 18, vous vous rassurez en expliquant que les dépenses de la métro ont un effet de levier sur le territoire. Or, rien n'est plus faux, sauf à démontrer que les dépenses publiques génèrent de gros investissements privés. Et les principaux partenaires de la métropole que sont les communes, le département et la région ne vivent aussi que d'argent public. La partie la plus glorieuse concerne l'encours de la dette consolidée, page 17. Alors 584 millions auxquels s'ajoute la dette récupérable des communes. 584,2 plus X millions d'euros, est-ce que vous n'aurez pas pu nous le dire? Si vous estimez que c'est 200 millions d'euros, eh bien dites-nous 200 millions, valeur estimée. Si vous pensez que c'est 300 millions, dites-nous 300 millions, valeur estimée. L'enfumage continue avec l'encours de la dette, nette de la dette déchet, de 373 millions et demi, ce qui du reste prend 18 millions depuis l'année dernière. Mais pourquoi ne pas avoir alors précisé la dette déchet? S'il y a des explications, donnez-les-nous. Peut-être que cet écart justement correspond à la dette déchet. Encours de la dette annoncé sous plusieurs couleurs, tantôt 433 millions d'euros, tantôt 373 millions d'euros, ou alors est-ce qu'il s'agit de 584 millions d'euros? Monsieur le Président, je ne vous prends pas vous, ni vos collaborateurs pour des idiots, mais puisque nous ne sommes pas tous des spécialistes des finances publiques, permettez-nous de comprendre pourquoi il y a des écarts substantiels. Vous comprenez qu'entre 384 millions d'euros plus le montant transféré plus les garanties d'emprunt plus les 373 millions hors déchets dont vous nous parlez, nous nous posons des questions. La dette garantie justement, page 21, en augmentation de 64 millions d'euros entre 2015 et 2016, donc 763 millions en 2015 et 827 millions en 2016. Cette garantie est principalement accordée aux bailleurs sociaux à hauteur de 89%. Et page 22, vous crânez, je cite, « La métro n'a bien sûr jamais été appelée en garantie à la suite d'une défaillance sur des organismes auxquels elle a apporté sa caution. Patience, ça peut venir et ça fera très mal. » Autre sujet, pas vraiment sympathique, qui concerne les emprunts structurés, donc qui sont des prêts
adossée à des critères spécifiques, comme par exemple sur la variation du taux de change entre le franc suisse et l'euro. Il apparaît alors une dette à un taux de 12,5%. Alors, on dit souvent que le Front National est nul en économie, mais qui a osé signer un tel emprunt? Comme nous avons affaire à des braves gens qui luttent pour redonner du pouvoir d'achat, vous avez concocté une jolie hausse de la taxe sur les ordures ménagères. Alors non pas de 1,22%, mais de 8,3% appliquée à une base par rapport à 7,08 appliquée à la même base. Et l'écart en valeur absolue se porte à 17%. Donc là voilà la vraie hausse sur la taxe des ordures ménagères. Donc pour un scientifique d'un certain niveau, votre calcul est plus que décevant, Monsieur le Président. Enfin, je m'étonne de l'absence de comparatif avec les années précédentes, et puis je m'étonne aussi de l'absence de la ligne M57, applicable au 1er janvier 2016, qui s'applique aux métropoles, et qui est en définitive la ligne M14 des communes. J'en viens à l'épargne nette, vous annoncez 22,5 millions d'euros. En comptabilité M14, il faut soustraire à l'épargne brute le capital de la dette, mais aussi les travaux pour compte de tiers et les dotations aux amortissements. Page 16. Vous avez soustrait aux 52,7 millions d'épargne brute les 32,2 millions de capital minoré du budget annexe des déchets, soit 2 millions d'euros, on est bien d'accord. Mais nulle part nous ne voyons de travaux pour compte de tiers ou de dotations aux amortissements, ce qui est pourtant indispensable pour renouveler les mobilisations. Sur le volet fiscal, vous nous présentez une fiscalité de la métropole peu dynamique alors qu'on sait qu'elle provient principalement donc des communes les plus importantes de l'agglomération, enfin de la métropole, qui sont Grenoble, Saint-Martin-d'Air, Échirolles et Fontaine, du reste que des villes communistes qui s'entêtent à ne construire que des logements pour attirer les foyers à très faible revenu et qui ne paient pas ou de moins en moins d'impôts, ce qui crée donc une baisse des recettes fiscales. Page 7. En plus des 58% de recettes fiscales venant des entreprises via la CFE et la CVAE, vous avouez qu'un tiers de la taxe foncière est aussi payé par les entreprises. Donc les recettes fiscales proviennent d'elles, des entreprises, à 60%. Ceci pour financer l'urbanisme, la politique de la ville, les services publics, les mobilités, du plus grand intérêt pour les entreprises. En réalité, cela est très typiquement socialiste. Il faut que les entreprises payent pour la commande publique. Et ce sont elles les entreprises les plus taxées, et ce sont elles pourtant qui créent l'emploi. Donc vous ne pouvez pas d'un côté souhaiter le développement des entreprises qui sont les seules vraiment à embaucher, et d'un autre côté refuser de les soulager sur le volet fiscal. Nous ne faisons pas d'illusions. Tant que l'emploi en France ne sera pas défendu en diminuant la pression fiscale toujours plus grande pour nos PME, les patrons accablés de charges continueront de ne pas embaucher. C'est pour ça, Monsieur le Président, que je vous demande dès aujourd'hui de renoncer aux prochaines hausses d'impôts que vous envisagez avec votre majorité, car elles seraient aussi néfastes pour notre économie et pour les habitants de la métropole qui ne les comprendraient pas à juste titre. Je sais bien que tout cela nécessite du courage politique, mais dans une situation aussi critique pour l'avenir de nos concitoyens, le chef que vous êtes, s'il se veut responsable, ne peut se permettre de faire payer la négligence de ses pairs. Je vous remercie.